Comme vous savez, le sujet c'est un petit peu immense, donc on va toucher un petit glaçon sur un iceberg. Je pense qu'il est un petit peu à jour. Parfois, je change ce petit tableau. Ça fait partie d'une conférence que j'ai fait à Équitallion et au Salon du Cheval. Déjà, j'ai oublié de dire merci à Françoise et tous les gens qui ont organisé cette journée ou ces 2 jours. Je ne pouvais pas être là hier, mais j'ai un bon dette avec les haras nationaux. Ils ont beaucoup m'aidé avec plusieurs chevaux, me confier de très très bons chevaux et quelques-uns que j'ai réussi de garder pour moi après mon départ au Roi de la Sens. Donc ça, c'était grâce à quelques gens qui étaient au Roi nationaux et c'est quelque chose que j'appréciais énormément et c'est pour ça que je fais 1000 km hier pour être là aujourd'hui, aussi pour partager un petit peu d'informations avec vous. Donc, on parle un petit peu de l'utilisation du cheval dans la médiation et tout ça. Et sur un côté, ce que j'ai fait ce matin avec le cheval ou ce que j'explique là, pas important la discipline qu'on fait. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir et des choses qu'on a besoin d'obtenir. Déjà, c'est pas le total de théorie d'apprentissage. Théorie d'apprentissage, c'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est quelque chose qui commence à m'intéresser il y a quelques années, un petit peu grâce à un petit... j'ai intéressé de ça par défaut parce que le nom équitation éthologique était posé sur le boulot que j'ai fait aux États-Unis. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Bien sûr, j'ai gêné quelques-uns avec ce nom, mais c'était pas ma faute. Donc, je me suis dit, après quelques conférences que j'ai faites et après quelques suggestions par quelques scientifiques, il faut que tu t'intéresses un petit peu dans la science. J'ai tourné vers un scientifique particulièrement en Australie qui s'appelle Andrew McLean. Et Andrew m'a beaucoup aidé dans ma compréhension des choses pour mieux expliquer, sans exactement changer ce que je fais, mais mieux expliquer avec un petit peu de moi de Disneyland et un petit peu plus les réalités. En sachant que la manière qu'on explique aux États-Unis, on fait un petit peu de Disneyland, parce qu'il y a une seule chose avec Disneyland qui est très bien, ça se vend super bien. Donc on va un petit peu dans la réalité du sujet. Je pense que certainement avec les chevaux qu'on a pour le handicap et pour tout le reste, il y a peut-être un besoin de passer un petit peu plus pour aider certains associatifs, non associatifs, c'est très facile à comprendre. Récemment, on a fait une intégration de travail dans le nouveau galop et au lieu de parler de grands mots comme associatif et non associatif, on a gardé simplement sensibilisation et désensibilisation. C'est plus facile pour le cavalier lambda de bien comprendre. Et peut-être pour un cheval dans le enlèvement d'une sensibilité non associative ou désensibilisation, enlèvement d'une sensibilité, parfois on dit acquise, parfois innée ou acquise. Dans tous les cas, enlèvement d'une sensibilité rend le cheval moins sensible à certaines choses en utilisant habituation, extinction. L'immersion, ça fait partie. Immersion, c'est flooding en anglais ou inondation. C'est vraiment quelque chose à éviter où c'est possible. Mais je pense pour le cheval dans l'utilisation avec les handicaps, rendre le cheval le moins craintif que possible, ça c'est évident. Mais peut-être aller un petit peu plus loin avec la désensibilisation. Parce que l'équilibre qu'on cherche avec un cheval, c'est un équilibre entre la sensibilisation et la désensibilisation. Mais un cheval sensible, c'est un très bon cheval. Il faut en mettre un peu de jambes et le cheval avance. Peut-être dans le boulot spécifiquement ciblé vers le handicap, il est peut-être intéressant d'entrer un petit peu dans une extinction exprès pour que ces réponses aux aides aient un petit peu moins fin. Je sais quand on met un cavalier un petit peu débutant sur un cheval très très formé, ça se passe pas super bien. Donc, à réfléchir sur ça, certainement en aucun cas ne demande pas à un Mérens d'être un anglo-arabe ni vice-versa, mais on peut faire un petit peu chercher l'équilibre qu'on veut par rapport de la sensibilisation et la désensibilisation si on comprend bien habituation. Un autre sujet qui est très intéressant, c'est le contre-conditionnement, c'est pas marqué là, mais améliorer une association aversive en utilisant le renforcement positif. Parler de le travail associatif, le cheval sensible, réponse à prise. En général, quand je parle de ça, je parle de renforcement négatif. Donc, application de stimulus, réponse, enlèvement de stimulus. Surtout que la pression nécessaire d'obtenir le stimulus devient plus fin. Et surtout, la personne qui occupe le cheval avec ces gens en difficulté
doit être capable de bien gérer le cheval. Comme je disais dans le cheval que je travaille ce matin, va plus loin dans la désensibilisation. Il faut qu'on peut courir autour du cheval, il faut qu'on peut jeter des drapeaux, il faut qu'on peut aller très loin. Le fait d'augmenter la désensibilisation ne veut pas forcément dire rendre le cheval totalement mou. J'ai fait en association avec les rangs nationaux. Il y a quelques années, la préparation au roi de Bréviaire, j'ai pris pas mal de chevaux en préparation pour la police et on rend le cheval on enlève beaucoup de sensibilité à certaines choses et on augmente certaines sensibilités. Il faut que le cheval soit capable de séparer entre les aides des cavaliers et aussi une manifestation ou quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas expliquer tout ce boulot-là tout de suite maintenant parce que le sujet est assez immense, mais concentrer sur la désensibilisation, une chose que je veux dire là aussi, c'est juste éviter, je ne veux pas dire éviter d'acheter un cheval calme, mais ne pense pas pour un instant que parce qu'un cheval est calme, il est forcément bien éduqué. Il est important, avec un cheval un peu sensible, on peut avoir un cheval très calme. L'enlèvement de peur, c'est une chose, mais ce n'est pas parce que c'est un Irish Cob ou un Tinker ou un Mérins que le cheval est forcément super pour ce genre de boulot. Donc, soyez sûr que le cheval soit bien éduqué. Un cheval calme n'est pas forcément bien éduqué, mais un cheval bien éduqué est forcément calme. J'ai mis association à la fin de le petit groupe là-bas, juste pour expliquer bien que le cheval apprend uniquement dans une manière associative, ce n'est pas dans une manière raisonnée comme les humains. Quand on va dans le travail un petit peu gentil, comme la préparation pour le cheval, pour plein de choses, on peut être facilement amené dans l'anthropomorphisme, et je pense que c'est mieux à éviter. Quand on pense que le cheval fait des choses par bonnes intentions, c'est pas très dramatique. Quand on imagine que le cheval est capable de mauvaises intentions, ça c'est un petit peu plus dramatique par contre. La capacité de raisonner comme vous n'existe pas. C'est un animal, on conditionne de différentes réponses, et l'animal ou la qualité de la réponse, c'est la qualité de le conditionnement. Comme je disais ce matin, quand j'ai travaillé le cheval, j'ai beaucoup changé mon discours par rapport de l'irrespectueux. En discutant une fois avec un billet, avec Andrew McLean, il était gentil, il m'a acheté le billet avant. Et après, il me disait, OK, le cheval n'est pas capable de mauvaises intentions. Je dis oui. Il dit, comment il peut être irrespectueux? J'étais un petit peu bloqué. Donc, je pense que c'est juste la qualité de le conditionnement qui compte. Le conditionnement opérant, on est obligé de mettre en pression si on base ça sur le renforcement négatif, bien sûr. La réponse à l'école, la réponse équestre, montée, on applique une pression, il faut obtenir une réponse par rapport à cette pression et on lève la pression immédiatement à partir de la réponse. Mais il est très important de réduire la pression nécessaire d'obtenir ces réponses, même jusqu'à en mettre une pression qui est presque neutre, une pression qui à la base n'a aucun sens. Un petit changement d'assiette, une petite chose, on peut faire ça pour rendre un cheval plus fin. Je conseille aussi par rapport à l'handicap et tout ça, de décider jusqu'où on veut rendre le cheval fin. Parce qu'il va avoir des peurs d'équilibre. J'ai préparé 2 fois maintenant des cavaliers hémiplégiques pour les Jeux équestres mondiaux et pour les Jeux olympiques, et on est obligé de faire un boulot différent. Déjà, quand je travaille ces chevaux-là, je ne peux plus utiliser mes jambes, qui n'est pas facile, mais certainement quand j'ai peur de l'équilibre ou quand je tombe sur le côté d'éduquer le cheval de s'arrêter. C'est très important. Le dernier partie était simplement renforcement positif et renforcement négatif. Juste important de comprendre, renforcement positif, on ajoute quelque chose, c'est additif, renforcement négatif, on enlève quelque chose, c'est soustractif, et ne fait pas le lien entre renforcement négatif et entraînement négatif. Les deux ne vont pas ensemble. On est dans une époque, je sais, où on veut bien être très très gentil avec le cheval, mais à savoir si on utilise le licol, si on utilise les jambes, si on utilise des rênes, on applique une pression. Donc on utilise renforcement négatif. Si le renforcement négatif existe, maîtrise le sujet pour mettre le moins de pression nécessaire pour obtenir le résultat. C'est bien. Non, je ne pense pas que j'ai ouvert autre chose sur mon petit papier. Oh oui, j'ai marqué ici.
Par rapport de la désensibilisation et tout le reste, il y a un phénomène à éviter. Ces chevaux-là vont être obligés d'ignorer certaines pressions, le mauvaises mains, de mauvais gestes et plein de choses. Juste garde un œil attentif sur le chevaux, qu'il ne tombe pas dans quelque chose, en anglais s'appelle learned helplessness, en français on parle de résignation acquise, mais que le cheval ne finit pas dans un optique où il pense qu'il y a plein de problèmes et pas assez de solutions, et le cheval se capitule. En général, le cheval va maigrir un petit peu fortement avant, et quand le cheval ne répond de plus rien, on est mal. C'est un cheval en grosse déprime. Donc, juste fais attention. Il faut qu'il ignore certains inconforts, mais juste garde un œil très attentif sur le cheval qui ne tombe pas dans sa résignation acquise. Je passe à toi ou je réponds aux questions? On va faire les deux. Les deux? Oui. Alors bonjour à tous, Catherine, je me présente parce que vous avez plus l'habitude de voir mon mari, un peu moins moi. Je suis à la base cavalière de CSO et j'ai été pendant 7 ans directrice et institutrice auprès de l'éducation nationale. Et j'ai fait une reconversion professionnelle en fait quand j'ai rencontré l'équitation éthologique parce que dans un premier temps, j'y ai vu un énorme intérêt pour l'être humain. Donc par rapport à ce que l'on parle là pendant les 2 jours, d'utiliser le cheval en médiation. Étant institutrice, j'avais des enfants très jeunes que je voyais beaucoup en difficultés scolaires, difficultés d'intégration sociale. J'ai beaucoup travaillé en REP, ZEP. Et j'avais déjà monté une association où j'intervenais dans les quartiers difficiles et dans les écoles avec 4 poneys. Et on travaillait énormément autour du cheval et autour du poney par rapport à tout cela. J'ai vu énormément de progrès par rapport à ça. Et quand j'ai découvert l'équitation éthologique et du coup le travail au sol qui était fait, j'ai vraiment vu un réel intérêt pour plusieurs personnes. Excusez-moi. Quand j'ai fait mon monitorat d'équitation, parce que pour enseigner quelque chose par rapport au cheval en France, pour utiliser des chevaux, il faut avoir un BPJEPS. Donc j'ai passé mon BPJEPS et pendant cette période-là, j'ai été donc dans un club hippique où j'ai dû accueillir des personnes handicapées. Et déjà tout cet aspect-là m'a énormément aidée. Beaucoup, quand c'était des handicaps lourds, surtout le développement du toucher, les émotions, la valorisation de la personne, la mise en confiance, etc. L'approche du cheval aidait énormément. Pourquoi? Pour moi, ça a été vraiment une grande découverte. Pourquoi cet animal? Déjà, on est tous assez passionnés. Même quelqu'un qui ne monte pas à cheval, il est assez passionné par l'animal. Il intéresse beaucoup. Je ne sais plus combien de pourcentage. À Paris, il y a eu une étude qui a été faite sur le nombre. 70% des appartements à Paris possèdent une sculpture ou une peinture d'un cheval. Donc c'est un animal qui fait partie avec l'être humain qui est assez présent. Pourquoi le cheval est intéressant comme vecteur? Sans doute parce qu'il n'est pas humain. Et que quand on s'approche pour la première fois de cet animal, on se demande un peu comment on va rentrer en communication avec lui. Donc directement, ça nous renvoie sur nous-mêmes. Ensuite, c'est un animal imposant. Et de pouvoir gérer cet animal imposant, quelque part, ça nous met en confiance, ça nous valorise énormément, surtout pour les personnes qui commencent. Et un enfant, moi je voyais des enfants de 3 ans qui étaient en train de gérer un poney Shetland qui faisait 150 kilos. Pour la mise en confiance, la confiance en soi. Et après, c'était des enfants qui bizarrement osaient prendre la parole en public, des choses comme ça. Donc il y avait vraiment un effet les enfants étaient beaucoup plus stables sur leurs 2 pieds et beaucoup plus confiants dans ce qu'ils allaient entreprendre. Ensuite, le cheval a un grand avantage sur nous, c'est que c'est un animal qui est dans le moment présent. C'est-à-dire, comme vous l'expliquez Andy, il n'est jamais en train de planifier le futur. Nous, ça c'est un gros problème chez nous. On est toujours en train de s'inquiéter sur ce qui va se passer dans l'avenir. Et par rapport à nous, à nos problèmes, que ce soit mental ou physique, ce fait de devoir se remettre juste dans l'instant présent, ça nous aide énormément pour évoluer, pour se remettre en question. Et c'est vrai que l'animal nous permet ça. Parce qu'il n'a pas un regard sur nous, à anticiper les choses, à faire des choses exprès, tout ça. Donc pour qui le cheval est intéressant? Moi, je l'ai travaillé donc avec des handicapés mentaux. Donc comme je vous disais, sur le toucher, les émotions, la valorisation, la confiance. Sur les enfants en difficulté scolaire et sociale,
Tout ce qui est la responsabilisation, être responsable de cet animal, c'est quand même quelque chose. La confiance en soi, valorisation, acquérir un vocabulaire, pouvoir porter des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils font, c'est énorme. Donc toute la verbalisation et le partage des sensations. Et parfois débloquer fortement les problèmes de langage avec ses enfants. Ensuite, il y a une autre chose que l'on a abordée là, en commun avec Andy quand on était encore au Haras de la Sens. On a été démarché par une entreprise de coaching, management, développement personnel, qui était très intéressée par le cheval. Eux, ils disaient plus comme vecteur de tout ce travail. Et ils nous ont donc demandé si on pouvait faire des sessions de travail au sol, donc un peu ce que vous a montré Andy ce matin. Donc avec des chevaux formés, on recevait des groupes souvent c'était des chefs d'entreprise, et on devait travailler avec eux sur le développement personnel, le leadership, le management, la gestion des émotions, la gestion du stress et la gestion de la communication non verbale. Et c'était très très intéressant parce que comme vous l'a montré ce matin Andy, avec ce cheval que vous avez vu, de pouvoir réduire énormément le stimulus pour obtenir la bonne réponse. Après, on en arrive uniquement à gérer le cheval par rapport à des intentions corporelles. C'est-à-dire, si je m'approche de mon cheval complètement sans intention, lui, il arrive à nous lire parfaitement et on peut le caresser. Si par contre, je m'approche de lui avec une intention et de vouloir pousser les postérieurs, on arrive très facilement à lui bouger les postérieurs sans le toucher. Et donc, de faire travailler tout cela avec les gens sur la gestion de leur expression non verbale, c'est-à-dire leur expression corporelle, ils arrivaient facilement à faire un lien entre leur activité quotidienne de gestion d'entreprise, gestion de leurs salariés, etc. Aussi sur leurs problèmes de communication. J'ai aussi travaillé pas mal avec une entreprise qui travaillait beaucoup sur les personnes qui avaient des problèmes de communication interne, et j'ai eu la chance de rencontrer un chef d'entreprise qui avait tendance à être trop accueillant quand il accueillait ses employés au début, les mettre beaucoup dans un cocon, qui se sentent à l'aise et tout ça, et après il perdait énormément en autorité, et quand il avait besoin d'imposer des choses, il n'y arrivait plus. Et le fait de travailler ça avec le cheval, ça a été assez étonnant de la façon dont il a reproduit la même chose avec le cheval. C'est-à-dire qu'il a mis vraiment le cheval pour qu'il se sente à l'aise, mais du coup le cheval a commencé à le pousser, et il était plus capable de reprendre la situation en main, et il rentrait dans quelque chose d'émotionnellement pas bon pour lui ni pour l'animal. Et donc c'est vrai que ça lui permettait de faire un retour sur lui, sur sa façon dont il communiquait, dont il entrait en relation avec les autres, et donc pour pouvoir ensuite s'améliorer et puis se remettre en question. Donc c'est vrai que par rapport à toute cette rencontre de l'équitation éthologique, nous on travaille beaucoup au sol par rapport à cela. Donc sur des exercices que vous avez vus ce matin, bien sûr on donne à des personnes des chevaux formés, on ne donne pas des chevaux à former parce que sinon c'est trop compliqué, mais de pouvoir ressentir toute cette importance du langage non verbal, du gestion de toutes les émotions, etc. pour pouvoir communiquer. Ensuite, sur le travail monté, on est plus sur des exercices travaillant l'équilibre, ce que vous faites plus en fait quand vous avez vu avec la voltige, etc. C'est vraiment là-dedans. Donc c'est vrai que notre vécu, même au quotidien, parce que même quand on fait un stage grand public, on a des gens qui viennent juste apprendre comment apprend et comprend le cheval, on est confronté à cela, le cheval comme médiateur, parce qu'on a beaucoup de gens présents en stage qui, s'ils sont avec le cheval, c'est qu'ils éprouvent un bien-être vraiment intense. Et donc notre vécu quotidien montre un réel intérêt dans le travail du cheval pour l'être humain. Et par contre, comme le disait Andy, il faut vraiment veiller au bien-être mental et physique de l'animal, parce que c'est vrai que quand on faisait ces stages de management où la même cavalerie était confrontée toujours à ces managers, chefs d'entreprise, qui forcément étaient complètement néophytes avec les chevaux et donc faisaient des erreurs, on pouvait avoir des chevaux qui s'éteignaient. C'est-à-dire l'être humain avait beau bouger comme une mouche tout autour, il ne répondait plus à rien. Donc vraiment garder ce bon équilibre entre la sensibilisation et la désensibilisation, c'est-à-dire des chevaux assez sensibles pour qu'ils répondent aux demandes des gens, mais en même temps assez désensibilisés pour qu'ils n'aient pas peur des actions involontaires et des erreurs que l'on fait au quotidien quand on approche les chevaux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis s'il y a des questions.